Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler aujourd'hui de la liberté d'expression en ces temps troublés où on ne sait plus ce qui est bon de dire, de taire, de montrer. Et c'est d'actualité, 10 ans après l'attaque du journal satirique français Charlie Hebdo. Que devient la liberté d'expression? C'était le sujet d'une conférence de l'Université de Montréal la semaine dernière. C'est un événement organisé par la chaire de recherche France-Québec sur les enjeux contemporains de la liberté d'expression, la chaire Colibex, qui revenait sur la fracture politique autour des prises de position de cet hebdomadaire aux illustrations provocantes, choquantes, mais qui donnent à réfléchir. Chez nos voisins américains et ailleurs, les idées conservatrices gagnent du terrain, les subventions de recherche se rétrécissent et l'autocensure pointe son nez. Là-bas comme ici, les chercheurs et les chercheuses peuvent-ils poursuivre leur quête de création et de savoir en toute liberté dans une société changeante, plus multiculturelle et fortement polarisée? De la littérature au savoir, quels sont les actuels enjeux de la liberté académique et artistique? Nous en parlons tout de suite. Restez avec nous. À Je vote pour la science, aujourd'hui, nous voulons nous pencher sur la liberté académique et artistique pour mieux connaître ses enjeux actuels, ses menaces, mais aussi les manières de la protéger. Pour en parler, je suis en compagnie de Mathilde Baraban, professeure en études littéraires à l'Université du Québec à Trois-Rivières, co-titulaire de l'axe censure et création de la chaire sur les enjeux contemporains de la liberté d'expression, directrice du laboratoire de recherche L'art en procès. Elle consacre ses travaux à la liberté de la création en France et au Québec. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Maryse Potvin, professeure titulaire de sociologie en éducation à l'UQAM, co-titulaire de l'axe savoir, sciences et liberté académique de la chaire France-Québec sur les enjeux contemporains de la liberté d'expression, Colibex. Bonjour. Bonjour. Donc, nous sommes secoués par l'actualité politique au Canada, tout comme aux États-Unis. La science est affectée par le gel de financement dans la recherche et des coupures de postes, une véritable onde de choc qui nous ressentons au Canada aussi. Nous constatons également le retour de valeurs et de mesures plus conservatrices, nationalistes. Ces discours trouvent écho au Québec aussi. Nous allons explorer aujourd'hui justement la liberté d'expression, la liberté d'enseigner, de créer, de faire de la recherche. Professeur Baraban, comment se porte la liberté d'expression en 2025? Toute une question. La liberté d'expression en 2025, je pense qu'elle se porte assez mal. La récente élection de Donald Trump aux États-Unis est certainement un coup dur pour la liberté d'expression, puisque on voit bien que les décrets qui ont été pris depuis son arrivée au pouvoir sont fortement en défaveur de l'expression dans tous les domaines. En enseignement, en art, et puis on se doute aussi que l'expression politique va être rapidement corsetée. Oui. Pour la liberté d'artistique? La liberté d'expression artistique, on a vu parmi les très nombreux décrets, il y en a un qui porte sur les bâtiments publics états-uniens qui devront désormais répondre à une esthétique traditionnelle et classique. Donc on reconnaît là la touche interventionniste de Donald Trump. Cela dit, l'expression artistique, elle se portait déjà assez mal depuis plusieurs années, puisque la vague conservatrice que vous évoquiez tout à l'heure, elle s'est notamment appuyée sur les arts, sur ce qui se diffuse, notamment dans les bibliothèques, dont on reparlera peut-être. Donc c'est une guerre culturelle. Alors comme le mot le dit, la culture est vraiment au centre de la bataille. Entendu. Professeur Potvin,
Donc, on assiste à une montée de l'autoritarisme dans l'espace public. De votre côté, vous intéressez aux compétences diversité, équité, inclusion dans l'enseignement. Ça figure sur la liste des mots proscrits par Trump, justement pour certains programmes de recherche qu'il a prévu de réévaluer et voire de couper financièrement. Comment ça se passe justement chez nos proches voisins qui pourraient affecter peut-être les chercheurs et les chercheuses d'ici? Écoutez, il y a aux États-Unis actuellement des universités qui ont créé des instruments pour mesurer toutes les formes d'atteinte à la liberté académique, toutes les menaces possibles et impossibles, dont Donald Trump est un des principaux acteurs, si on veut. Et parmi ces menaces, évidemment, il y a des dizaines, voire des centaines. La Critical Race Theory Forward Project, qui est un projet de l'Université de Californie, de la faculté de droit de l'Université de Californie, a recensé 861 résolutions ou réglementations ou projets de loi ou enfin des législations qui ont été déposées ou adoptées par des conseils scolaires, des municipalités, des États, des instances fédérales, dans une trentaine d'États américains, surtout des États républicains. Oui. Et que disent ces résolutions, projets de loi, etc.? Il s'agit dans ces résolutions d'interdire soit des livres, soit des formations sur la diversité, l'équité, l'inclusion, soit des discussions en classe, même à l'école primaire, portant sur les enjeux raciaux, l'histoire de l'esclavage, des enjeux liés au genre dans les écoles ou l'enseignement de la Critical Race Theory. On a vu hier dans le discours de Donald Trump, d'ailleurs, il en a parlé. Il se vantait d'avoir mis fin à toutes les formations équité, diversité, d'avoir mis fin au wokisme qu'il voit dans la Critical Race Theory, qui est enseignée surtout à l'université. Là, c'est une approche théorique. Donc, c'est pas enseigné dans les écoles primaires et secondaires, évidemment. Et donc, ça remet en question des années de lutte contre la discrimination raciale, mais aussi de genre, et de l'affirmative action aux États-Unis, etc. Oui. Donc, c'est une parmi des menaces, mais il y a d'autres menaces aussi qui sont importantes. Je pense avec Elon Musk à la tête d'une organisation aux États-Unis nommée par Trump là, pour couper dans les postes au niveau fédéral, etc. Ce qu'on appelle la désinformation, en fait. La désinformation, c'est des informations fausses qui sont diffusées volontairement et on compte parmi les instruments principaux de désinformation, c'est les réseaux sociaux et c'est l'usage aussi par des régimes autoritaires, justement, de ces instruments qui sont très, très... Il faut craindre pour l'avenir parce que ça peut être des instruments... pas juste de désinformation, mais aussi de propagande importante. Oui. Comment ça se reflète ici, peut-être, professeur Parabon? Cette vague qu'on voit, mais on parle des États-Unis, mais on pourrait parler de l'Allemagne, on pourrait parler aussi d'autres régimes qui tendent à restreindre, circoncire la manière dont on peut s'exprimer artistiquement ou en recherche. Mais c'est ce que je me disais, on discute tout de suite, immédiatement, en mettant l'accent sur les États-Unis, évidemment parce que c'est le grand chambardement qu'on est en train de vivre. La liberté d'expression, elle a été malmenée ailleurs et avant même l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Comment est-ce que ça nous affecte, nous, au Canada? Marie Spodvin vient d'en parler. Il y a la question des réseaux sociaux. Ça, c'est très intéressant, évidemment, parce que on a des instruments, enfin des infrastructures d'expression, mais qui couvrent l'ensemble de la planète, c'est-à-dire une panoplie de législations qui sont toutes différentes les unes des autres. Alors,
le Canada, de son côté, avait décidé d'agir, par exemple, pour essayer de ménager la liberté de la presse, donc vérifier à ce qu'il y ait un système de bénéfices pour les médias traditionnels dont les articles sont repris par les réseaux sociaux. Ça a été évidemment une mesure très impopulaire pour Elon Musk, Trump, etc. Ils sont en train justement d'essayer de faire revenir le Canada là-dessus. Moi, je me souviens aussi, ça paraît maintenant très lointain, en octobre dernier, on était invités... C'était le cas aussi des autres co-titulaires québécois de la chaire Colipex, qui est donc une chaire sur la liberté d'expression. On était invités au Parlement pour parler avec un comité justement de liberté d'expression. Et on a senti, quand on est arrivé là-bas, que l'inquiétude, c'était ce qui était en train de se passer aux États-Unis, et que la grande question, c'était celle de l'encadrement de l'expression, et notamment de l'encadrement législatif. Et c'est la question qui se pose à nous. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que il faut notamment encadrer davantage les discours haineux, dont on sait qu'ils prolifèrent sur les réseaux sociaux, ou est-ce que c'est une atteinte à la liberté d'expression? Comment est-ce qu'on protège le mieux notre démocratie? Est-ce que c'est en laissant la parole libre, ou est-ce que c'est en encadrant les discours haineux qui peuvent être délétères pour la démocratie? Et ça, c'est une grande question qu'on a à se poser en effet au Canada. Pour ce qui est de l'encadrement des discours haineux, bon là il y a des travaux en cours. Pour ce qui est de la désinformation dont parlait Maryse Potvin à l'instant, on a déjà tenté de légiférer sur la désinformation, mais c'est extrêmement compliqué. Comment un juge va pouvoir décider ce qui est de l'information et ce qui n'en est pas? De la désinformation. Alors, ce sont des questions vraiment extrêmement importantes, essentielles pour la survie de nos démocraties. Et on le voit qu'une démocratie, même quand ça a plusieurs siècles d'histoire, c'est assez fragile. Oui. Professeur Potvin, justement, comment ça nous affecte et comment ça vous affecte, vous, comme chercheuse? Est-ce que ça vient modifier la manière que vous enseignez, par exemple? En fait, j'enseigne de plus en plus sur ces questions pour former justement des acteurs qui vont être engagés envers la science et les régimes de vérité. Je fais beaucoup d'éducation aux médias en particulier parce que ces différentes menaces, que ce soit les fake news, toute la guerre, tout ce qui concerne la guerre culturelle et qui mettent à mal finalement des institutions du savoir qui sont des institutions fondamentales dans les démocraties constitutionnelles, dans les démocraties occidentales qu'on connaît. Donc les institutions du savoir sont étroitement liées non seulement à des régimes de vérité, etc., et des repères communs, mais sont aussi liées à l'éducation à la citoyenneté, si on veut, l'éducation à la science comme citoyen et l'éducation aux médias en particulier. Donc, les algorithmes, comment on peut être influencé, toutes les formes d'aliénation que ça peut susciter, la propagande, la manipulation et l'ingérence gouvernementale que ça peut engendrer, qu'on l'a vu avec la Russie, etc. Mais ça concerne aussi toute la capacité de discourir de façon raisonnable, d'avoir des discours raisonnables dans les échanges, le vivre ensemble, dans les échanges entre citoyens, et ne pas construire des situations de cyber-intimidation, d'échanges de contenus qui n'ont pas été autorisés par les personnes. Et donc, c'est l'ensemble de la formation des futurs citoyens, finalement, que ça concerne. Donc, il y a un enjeu qui est fondamental, qui est celui de l'éducation. Ça c'est pas la réponse à tout, évidemment, parce qu'il y a aussi des responsabilités, peut-être des médias, des responsabilités politiques que doivent adopter nos gouvernements pour réguler, si on veut, les médias sociaux, les réseaux sociaux. Mais il y a quand même un enjeu d'éducation fondamentale
pour reconnaître les fausses informations, les techniques de propagande, les discours. Et donc, ça change, ça crée une sorte de mission importante dans l'enseignement, finalement, notamment des enseignants, des directeurs d'école, des enseignants de cégep, des enseignants d'université. Et pour montrer, ça permet de renseigner aussi sur l'articulation des droits et libertés. Parce que la liberté académique des enseignants est étroitement liée au droit à l'éducation des élèves et des étudiants. Je vote pour la science est une émission produite par Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Professeur Baraban, vous avez organisé une conférence intitulée « 10 ans après les attentats de Charlie Hebdo », mercredi dernier à l'Université de Montréal. Alors, une décennie après, une pandémie après aussi, que peut-on dire donc sur la situation peut-être de la liberté d'expression, mais des caricatures politiques, de l'expression artistique, satirique dans les médias par exemple? Mais on parlait tout à l'heure de la protection de la liberté d'expression et spécifiquement de la protection de certaines expressions qu'on estime essentielles dans la société démocratique, dont l'expression artistique. Ce qui s'est passé dans la suite de l'attentat contre Charlie Hebdo en 2015, c'est que la France a voté une loi pour protéger spécifiquement l'expression artistique. Cette loi, en réalité, elle était déjà dans les cartons, si je puis dire, et elle était déjà dans la jurisprudence française, c'est-à-dire que quand un litige arrivait devant les tribunaux, on prenait déjà en considération le fait que c'était dans le cadre d'une expression artistique que tel ou tel propos avait été tenu. Mais là, cette loi, elle est venue symboliquement, je pense, intervenir, puis peut-être aussi réparer un contexte social extrêmement inquiet, divisé. Mais comme vous le disiez, ces caricatures, elles sont à cheval entre l'art et l'expression politique. Donc on est exactement dans ces deux domaines-là. Ce que Christine Baron, notre conférencière invitée, expliquait, c'est que dans les suites de l'attentat, il y a eu un sentiment de fédération nationale, de défense de la liberté d'expression, et que cette unanimité elle est questionnée, non pas dans le sens où elle est remise en question, mais dans le sens où on se demande quelle voix elle a aussi supposé de faire taire le temps de l'unité nationale, et que la question de qu'est-ce que font les caricatures est toujours d'actualité, parce que qu'est-ce qu'elles font, les caricatures? Elles vont venir grossir des réalités, nous en faire prendre conscience, elles vont mobiliser, mais ça dépend de leur cible. Si vous caricaturez une personne de pouvoir, ce qui a été longtemps le rôle des caricatures, c'est une façon de faire un contre-pouvoir. Mais si vous caricaturez des personnes qui sont déjà vulnérables, à quoi sert cette caricature? Et c'est comme l'humour finalement, des fois qu'on questionne aussi. Tout à fait. Donc c'est des expressions qui doivent être libres, mais dont on ne peut pas nier qu'elles ont des effets. Oui, des effets sociaux. Professeur Baraban, est-ce que les libertés d'expression artistique et académique sont mieux protégées que la liberté d'expression en général? C'est une grande question, ça. Mais je vous dirais, ça dépend dans quel pays. Pour ce qui est de la protection de la liberté d'expression, au Canada, elle est
Elle est prévue dans la Constitution, donc elle est prévue dans la Charte canadienne, elle est prévue dans la Charte québécoise, mais il n'y a pas de mention spécifique ni de l'expression artistique, ni de l'expression académique. Cela dit, on a quand même au Québec une loi qui vient protéger la liberté académique spécifiquement. Il n'y a rien d'équivalent pour l'expression artistique, mais c'est un choix canadien. Dans d'autres pays, c'est le cas. Il y a même 22 pays dans le monde qui protègent dans leur constitution l'expression artistique. Oui. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, plusieurs pays comme la France qui vont protéger l'expression artistique par des lois. Alors, pourquoi le faire et pourquoi essayer de protéger spécifiquement ces expressions-là? Parce qu'on se considère qu'elles sont peut-être plus fragiles que d'autres, mais aussi essentielles. Oui. Professeur Potvin, vous vouliez... Oui, je peux me permettre. Je dirais que la liberté académique comme telle découle de l'interprétation de la liberté d'expression dans un sens où l'enseignement fait partie des dimensions de la liberté d'expression. Donc, ça concerne autant le discours politique, le commentaire, la liberté de presse, le journalisme, l'expression culturelle et artistique et l'enseignement. Donc, c'est la dimension expressive qui est l'enseignement dans la liberté académique. C'est ce qui est protégé, disons, dans l'interprétation qu'on donne de la liberté d'expression. Et la liberté académique et la liberté de recherche, ça couvre d'autres dimensions. Ça couvre d'autres dimensions et la possibilité de faire de la recherche ou de définir des objectifs de recherche, de contester librement des projets, des prises de position, de se retirer de certains projets. Il y a toute la liberté de conscience qui est associée aussi. Donc, c'est deux dimensions un peu différentes. La liberté expressive des enseignants est protégée, mais c'est pas si évident que la liberté de recherche l'est autant que la liberté expressive. Donc. Oui, entendu. Professeur Baraban, quelles sont les pistes d'action pour protéger et peut-être faire comprendre l'importance de ces libertés? Je vais terminer avec vous. Écoutez, moi il y a un terrain là que je suis en train de faire depuis quelque temps qui m'apprend beaucoup. C'est le terrain des bibliothèques que j'évoquais tout à l'heure, puisque les bibliothèques elles ont un rôle vraiment crucial dans nos démocraties. Elles protègent la liberté intellectuelle, donc la liberté d'accéder à des expressions, la liberté aussi de s'y exprimer, puisque les bibliothèques organisent des activités, dont des activités artistiques. Les bibliothèques, depuis plusieurs années déjà, alertent sur la situation de la liberté d'expression, et ce sont les bibliothèques canadiennes qui le font parce qu'elles ont vu venir le vent qui souffle depuis les États-Unis, qui a ciblé, on le disait tout à l'heure, une guerre culturelle, mais en particulier les bibliothèques. Et le travail des bibliothécaires états-uniens est devenu extrêmement compliqué depuis quelques années, puisqu'ils sont contestés de manière parfois violente. Il y a des protestations tout à fait licites, il y en a d'autres qui ne le sont pas, qui prennent la forme de harcèlement, voire d'agression physique. Et ce phénomène-là qui a ciblé les bibliothèques, il est en train de se répandre au Canada. On a constaté une multiplication par 2 des contestations en bibliothèque depuis 2018. Ça arrive beaucoup plus lentement au Québec que c'est arrivé par exemple en Colombie-Britannique, en Ontario ou en Alberta, mais ça a commencé aussi au Québec ces dernières années. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les bibliothécaires sont en train d'essayer de faire adopter des motions par les conseils municipaux dont elles dépendent souvent pour les bibliothèques publiques. Je pense que ce serait très important que nos décideurs et décideuses et que les conseils municipaux protègent ceux qui sont déjà en train de veiller sur la liberté d'expression et qui sont au front et qui ont besoin d'une protection et de soutien supplémentaire. Donc je pense que ce serait déjà une piste d'essayer de soutenir ceux et celles qui déjà
ont été alertés par ces questions, ont mis en place des mesures et réfléchi à des parades. Et je vous dirais, c'est la même chose pour le milieu artistique. L'UNESCO, il y a quelques années, a rendu un rapport, on était en 2022, qui pointait l'augmentation des atteintes contre les artistes et qui disait qu'il y avait au moins deux moyens d'essayer de protéger l'expression artistique, faire passer des lois pour protéger la liberté de création en propre, mais aussi veiller au statut des artistes. Parce qu'une des façons de néantiser l'expression artistique, c'est de la sous-financer. Et ça, c'est un autre cheval de bataille, je pense, qui est très important, le financement des arts pour maintenir une expression artistique qui... diverse et multiple. Exactement. Merci beaucoup. Donc, vous l'avez entendu. Oui, allez-y, rapidement. Oui, pour ce qui concerne la liberté scientifique, la protection constitutionnelle explicite n'existe pas comme en Allemagne, au Canada. Donc, je pense que c'est un élément important. Il faudrait peut-être, comme la liberté académique, la liberté scientifique qui touche les institutions du savoir. Là, on pense autant à Statistique Canada et à tous ceux qui produisent de la science, en fait, assurer une plus grande autonomie des institutions du savoir qui ne peuvent plus, qui dépendent de lois ordinaires, mais dont les gouvernants devraient octroyer un statut peut-être supérieur, protégé constitutionnellement contre les ingérences politiques, par exemple, ou idéologiques, qui devraient donc s'inscrire peut-être davantage au niveau constitutionnel. Donc ça, c'est une des pistes intéressante à cet égard. Entendu. Merci beaucoup. Donc, vous l'avez entendu, on était en compagnie de Marie Potvin, professeure titulaire de sociologie en éducation de l'UQAM et co-titulaire de l'axe Savoir, Sciences, Liberté académique de la chaire Collibex. On était aussi en compagnie de l'autre co-titulaire, vous êtes 8, je pense, de la chaire de l'axe Censure et Création à cette chaire Collibex, donc de Mathilde Baraban. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Merci, au revoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vote pour la science est une production de Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine, la réalisation et le micro Isabelle Burguin. Si vous avez aimé l'émission, comme toujours, partagez-la. Vous pouvez aussi suivre la page de Je vote pour la science sur le site de Science Presse. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une belle semaine à notre antenne. Jing Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome et de foldéome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome de Guillaume, de signalosome vers les lysosomes, et puis phone. Des milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. Roy, on ses résultats et avec son accent chinois,